Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Montréal, sur le bord du canal de la Chine. On s'en va découvrir la distillerie McCausland. La plupart connaissaient déjà la brasserie. Maintenant, il nous offre des produits distillés et puis c'est ce qu'on va découvrir avec Philippe Jarre et Rodolfo Suarez. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour, messieurs. Bonjour Patrick. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Très bien, oui. En ce début d'année. Ah oui, un peu froid. Hein? Début 2002. En ce moment, en SEQ, il y a juste le Lock 4 Gin disponible. Et puis, éventuellement, il va arriver la vodka, qu'on va parler un petit peu plus tard, et puis vos whisky, mais dans 3 ans et plus. Mais on va repartir à la base. Vous étiez la brasserie McCausland, et puis, depuis plusieurs années, vous mijotez l'idée de faire distillerie aussi. Fait que c'est comment ça s'est fait le processus de passer de brasserie à on a l'idée et puis là, on magasine, on prépare, on bâtit peut-être même et puis on lance la distillerie. Je ne sais pas qui des deux veut commencer avec ça. Ben oui, je pourrais peut-être vous expliquer un peu. Donc, Brasserie McCausland, installée le long du canal de la Chine depuis 1989. Donc, on fait plusieurs bières, surtout des bières de type anglaise avec notre pale ale, notre stout, sous la marque Saint-Ambroise depuis 1989. Et en 2014, on commençait déjà un peu à mûrir cette idée-là de whisky, avec les origines un peu anglaises et de nos produits. Dit, ça pourrait être intéressant aussi d'ajouter du whisky à l'arsenal. Donc, je suis parti avec quelques collaborateurs en Écosse. On a visité une dizaine de distilleries en Écosse, près de 2 semaines. Donc, certains collaborateurs internes et puis architectes, ingénieurs. On est allé, on a bien visité, bien vu ce qui se faisait. On a pas mal dégusté aussi. Et puis, ça n'a fait que confirmer justement cette envie de partir une distillerie. Donc, de retour, on a commencé à faire les démarches et choix d'équipement, installation. Et ça a quand même pris 7 ans, vous direz, c'est long. Mais c'est un processus qui a pris du temps. Surtout, le choix des équipements était très important pour nous. On voulait des équipements assez versatiles, de qualité. Donc, on a cherché, on a trouvé et les équipements, les PO, les purchase orders, les bons de commande, la réception. Les équipements sont arrivés en plein 2020, en période COVID. Difficile à avoir des techniciens sur place pour partir la distillerie. On a dû attendre, on a fait les démarches, etc. Et finalement, on a pu partir la distillerie en décembre 2020. Donc, c'est un peu le processus qui nous a... Puis toi, Philippe, tu es le président de toute McCausland, autant brasserie que distillerie? C'est ça. En réalité, la distillerie, c'est la distillerie de la brasserie McCausland. Donc, les installations sont là, adjacentes à la brasserie. Et... Donc, décembre 2020, vous avez lancé, là, c'est prêt, on distille. Donc, j'imagine que les premières étapes, ça a été de peaufiner vos recettes de whisky puis commencer à en faire vieillir au plus vite.
définitivement, le whisky a été le premier élément sur lequel on s'est attardé. D'abord, un whisky canadien. Rodolfo pourra peut-être expliquer un petit peu plus là, mais on a vraiment travaillé sur un whisky canadien. Rodolfo, tu peux peut-être... C'est ça, un de nos objectifs principaux, c'était effectivement de faire du whisky. Donc, on a tout un héritage écossais ici à la brasserie. Donc, c'était ça notre principal, disons, objectif. Donc, l'idée, c'est de faire un whisky canadien. Donc, on a commencé à développer certaines recettes à partir de décembre 2020. Progressivement, on l'a fine-tuné, on l'a perfectionné à la façon qu'on voulait l'avoir, jusqu'à finalement avoir la recette de chaque composant qui vont aller dans le whisky canadien. Le whisky canadien se fait à partir de différents types de liquides qui se maturent de façon séparée. Donc, on a développé chaque type de liquide et on les a mis en maturation dès qu'ils étaient prêts. Donc, c'est ça. Maintenant, il faut attendre minimum 3 ans. Et bon, le whisky canadien, c'est juste une des whisky qu'on veut faire aussi. On a travaillé aussi sur un single malt. Un single malt, c'est une recette complètement différente avec d'autres éléments, une autre façon de distiller différent aussi, qui nécessite aussi plus de temps de maturation. Donc, c'était ça un peu la dynamique du whisky. Donc, on a pris un peu notre temps à faire le développement de chaque recette. On a eu des différents panneaux de dégustation avec différents intervenants nous donner un peu les feedbacks de chaque type de liquide. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir les recettes et les profils qu'on voulait. Maintenant, c'est une question de temps, voir comment les liquides se développent dans le temps. Donc, pour ça, évidemment, on fait des tastings périodiques et on évalue un peu comment la maturation avance. On a déjà une quarantaine de barils en maturation. On a fait un premier testing en mi-décembre sur des barils qui avaient 5 mois, sur des barils qui avaient 8 mois et on commence déjà à voir l'évolution. Rodolfo qui nous a parlé, c'est le maître distillateur. Est-ce que tu agis aussi, Rodolfo, à titre de maître de chef, c'est toi qui vas gérer tout ce qu'il y a dans la cave ou c'est une autre partie complètement? Oui, disons, je suis le directeur de la brasserie et de la distillerie, le directeur des opérations et je fais aussi mes fonctions comme maître distillateur avec un groupe de collaborateurs, évidemment, qui m'aident avec tous les jours à jour de ces opérations-là. Donc, oui, effectivement, on a, disons, une projection de ce qu'on aimerait avoir en maturation pour chaque type de liquide. Et c'est en fonction de ça qu'on gère ce qui est dans chaque barrique et toute la planification de production des spiritueux. Et on a quand même un équipement qui est assez flexible. Ça nous permet de faire plusieurs produits. Mais évidemment, ça prend une bonne planification pour optimiser tout ce qui est le timing et la production à l'année. Puis parlons-en de l'équipement, ça a été un gros magasinage. Vous avez essayé plusieurs choses. Bien, vous l'avez vu aussi en Écosse, puis en vous promenant. Votre choix s'est arrêté sur quel type d'alambic? Donc, c'est des alambics de style Swan Neck, comme les Écossais. Donc, on avait 2-3 fournisseurs qui ont disons, on a regardé en détail avec eux jusqu'à la fin toutes les conditions et les caractéristiques de cet équipement-là. Et finalement, bon, on s'est décidé à aller avec Vendôme, qui est une compagnie très, très, très reconnue aux États-Unis, surtout dans l'industrie de bourbon. Et oui, c'est un équipement qui a 2 pots style de Swan Neck, style Swan Neck, avec 2 colonnes de rectification qui nous permet de faire, entre autres, notre vodka. Oui, bien ça, on va y revenir à votre vodka de blé, il me semble. Hein? C'est ça. Les cuves, c'est quelle grosseur? Juste pour me donner une idée du volume là, que vous pouvez produire. On a des fermenteurs de 22 hectolitres qui vont avec la capacité un peu qu'on a pour le pot still. Qui est aussi notre pot still principal, c'est aussi de 22 hectolitres.
Donc, tout de suite, cette même, disons, dimension. Si on rentre un petit peu plus en détail, tu as parlé d'un whisky canadien. Pour s'appeler canadien, est-ce que ça prend absolument du rye ou peu importe la recette, s'il est fait ici, ça pourrait être un canadien? Il n'y a pas nécessairement une règle écrite de c'est quoi la proportion de rye qu'il doit avoir. La loi, ce qui dit, c'est que un whisky canadien doit avoir minimum 3 ans de vieillissement et avoir les caractéristiques typiques d'un whisky canadien. Les caractéristiques typiques d'un whisky canadien, c'est qu'il y a une certaine proportion, disons, majoritaire de seigle. Donc, c'est en fonction de ça qu'on a préparé notre recette aussi. Le whisky canadien, c'est un blend de base whisky et de flavored whisky. Donc, le base whisky, c'est 100% du maïs. Et puis, le flavored whisky, justement, a une proportion de seigle dedans. Donc, beaucoup plus robuste, probablement qui devra maturer plus longtemps en baril. Et c'est ce parfait blend-là que nous devrons discuter et choisir là, dans 3-4 ans. Oui, puis là, c'est un peu comme toutes les distilleries en ce moment, vous avez tout mis ça en baril, puis vous espérez que dans X années, ça tombe sur le goût que vous espérez. C'est ça. Et puis, quel type de baril que vous avez utilisé? Oui, on a 2 types de barriques en fonction du liquide qu'on met à l'intérieur. Donc, on a basiquement des barriques neufs qui viennent de Kentucky. Et puis aussi, on a des barriques qui sont utilisées déjà pour les bourbons, qu'on amène aussi de Kentucky, qu'on utilise pour l'autre partie du liquide. Donc, tout dépendant de la recette du liquide, on utilise soit un type ou l'autre de barrique. Okay. Ça, pour le Canadien, là, je pense qu'on sait à peu près à quoi s'attendre. Puis vous travaillez aussi sur un single malt plus type écossais, donc c'est 100% malt d'orge. Exactement, oui. C'est ça, c'est une de nos autres recettes. Donc, on a fait une recette à 100% malt et qu'on a commencé à maturer. On a déjà à peu près 2-3 mois de vieillissement pour les premiers batchs. Là. Et pour lui, on utilise aussi des barriques de bourbon déjà utilisées. Et puis ça, on s'attend à plus que 3 ans, j'imagine, de vieillissement. C'est sûr. Même si on évalue les liquides avec la même fréquence qu'on évalue ce qui mature pour les whisky canadiens, c'est sûr que pour les single malt, on va laisser plus de temps en barrique. Et puis là, on comprend que si on attend 3 ans pour le Canadien, plus peut-être 6, 7, 8, 9, 12 pour le single malt, ça prend quand même des rentrées d'argent. Oui, il y a la brasserie à côté qui continue d'apporter un bon volume, j'imagine. Mais en commençant, vous avez fait des alcools blancs qui se vendent tout de suite pour pouvoir amener un peu de cash flow. Là. Oui, c'est ça. On a décidé de lancer un gin. On ne pouvait pas passer à côté du gin. C'est un phénomène au Québec, le gin. Et on ne pouvait pas passer à côté. Donc, on a travaillé là-dessus aussi. Une fois qu'on avait sécurisé nos recettes de whisky, qu'on commençait à augmenter notre share, là, on s'est concentré sur le gin. Et là, on a décidé d'aller sur un gin classique, un London Dry Gin. Il y a beaucoup de gin au Québec. Il y a de très bons gins au Québec. Donc, il fallait qu'on choisisse notre niche. Et nous, on a décidé d'aller vers quelque chose de vraiment très, très classique avec le London Dry Gin. Au whisky, vous êtes type écossais puis canadien, mais dans le classique. Donc, vous restez dans le classique encore. Donc, c'est un beau produit ici. Vous l'avez appelé le Loch 4 parce que c'est les gens de Saint-Henri qui appelaient votre écluse à côté de la distillerie Loch 4, c'est ça? C'est ça, exactement. On a une écluse là, le long du canal, là, juste en face de la brasserie. Là. Et ça s'appelait le Loch 4, donc l'écluse numéro 4. Et puis, comment vous avez déterminé votre recette, vos aromates? Pour rester dans le London Dry, il ne faut pas qu'il y ait de macération après, pas de couleur, pas de sucre, mais il y a quand même une large éventail d'aromates qui peut rentrer dedans. Là. Comment vous avez développé votre recette?
C'est ça, on a commencé à faire des tests. On a fait plusieurs tests avec différents aromates, différentes proportions d'aromates. Donc, on a fait aussi pas mal de panneaux de dégustation avec plusieurs intervenants qui nous ont donné un peu les feedbacks de ses préférences et on a travaillé en fonction de ça. Donc, on a toujours voulu garder une certaine simplicité dans la recette qui nous donne quand même un bon balance entre les aromates qu'on a sélectionnés. Donc, comme vous pouvez le constater, bon, c'est une gin classique où les agrumes ressortent ensemble avec les genièvres. Donc, c'est ça sa caractéristique principale, c'est le style dry. Donc, comme vous dites, pas d'ajout de sucre, pas de macération, pas de couleur, mais quand même une bonne présence équilibrée d'arômes agrumés. Oui, au nez, il est très bien, mais c'est quand même délicat. Ce n'est pas une explosion de saveur. Là. Ça va être facile. Ça. Puis l'alcool n'est pas brûlant. Quel genre de base que vous prenez pour... Est-ce que c'est votre vodka à vous ou un NGS? C'est du NGS. Okay. C'est une base à base de maïs. Ouais. Puis ben, c'est ça, c'est quand même redistillé chez vous, donc c'est bien travaillé. Effectivement, donc on a un gin basket. Donc, oui, il y a une certaine quantité d'aromates qui vont dans le gin basket. Il y a une autre macération qui se fait aussi juste avant commencer la distillation. Et il y a un temps de maturation aussi en cuve qui nous permet d'arriver à cette balance-là. Il faut donner un peu de temps aussi à que tous les éléments se combinent de la meilleure façon. Et puis, est-ce qu'il y a une racine qui est utilisée dedans pour fixer tout ça? C'est bon, on utilise de l'angélique. Okay. De l'angélique. C'est très beau. Puis, pour aller avec le classique, c'est souvent un gin tonic, vous avez aussi fait un tonic. Effectivement, oui. Parce qu'une de nos idées, c'était aussi de faire un gin and tonic ready to drink. OK. Donc, pour ça, on utilise notre gin Lock 4 en combinaison avec notre propre soda tonic. Donc, on a développé aussi une recette pour les soda tonic. Et bon, on fait une combinaison des deux pour notre gin tonic aussi, Lock 4. C'est un tonic qui est plus sur les agrumes? Il y a un peu d'agrumes, mais disons que la caractéristique principale, c'est l'amertume qui vient de la quinine, évidemment. Donc, on l'a fait d'une façon que puisse balancer notre gin dans le gin tonic et puis qu'il soit quelque chose qui pourrait être aussi combinable avec d'autres types de cocktails. Et puis, on s'attend à trouver votre gin tonic en SAQ cet été? On l'a présenté à la SAQ pour le programme de l'été prochain. Et malheureusement, ça n'a pas été retenu pour cet été, mais on le retrouve quand même sous importation privée. Donc, on peut aller sur notre site Internet et puis on peut l'acheter en importation privée à travers notre agence à la SAQ Raisin. On peut l'acheter en importation privée. Vous devez juste choisir la SAQ qui vous convient et puis vous pouvez aller le récupérer à cette SAQ-là. Et puis, est-ce que vous en vendez sur place à la boutique? Et on en vend sur place aussi à la boutique, à la brasserie. C'est ouvert quand, la boutique, chez vous? C'est ouvert de 9h à 5h tous les jours de la semaine et du lundi au vendredi. Et en été, sur la terrasse, nous avons aussi, à côté de la terrasse, nous avons notre boutique plus estivale et elle est ouverte le samedi et le dimanche aussi. Et puis, dans la boutique, qu'est-ce qu'on retrouve? J'imagine on retrouve vos bières, gin, whisky, vos toniques. Et on trouve aussi la vodka qui va bientôt être aussi à la SAQ. Et on retrouve aussi des seltzers que nous avons développés à base de vodka. Les seltzers Lock 4, on a un au yuzu lime et un au framboise basilic. Oh, ça doit être très agréable, ça. Oui, très rafraîchissant. Et puis, ben, tu viens d'en parler. Votre vodka, c'est une vodka de blé canadien distillée 3 fois.
De blé québécois. Blé québécois. Ouais. C'est ça, c'est du 100% blé québécois, triple distillé. Donc, ça a été un vrai challenge pour nous parce qu'on voulait faire vraiment du grain à la bouteille. Donc, ça nous a pris plusieurs tests pour arriver à la qualité qu'on voulait. Donc, c'est un vodka très, très, très neutre, mais quand même avec une structure caractéristique de Macoslan. Disons, on a joué un peu avec les différentes variables de distillation pour avoir une signature caractéristique qu'on voulait donner à ces vodkas-là. Et puis, le blé va apporter quoi comme caractéristique à la vodka? C'est-tu plus rond? Ça lui donne quoi? Ben, c'est la rondeur, la douceur à la fin. Il apporte aussi des subtils arômes de poire, très, très, très subtils qui sont présents dans notre produit final. Et bon, tout ça en combinaison avec une distillation. Non? C'est toujours la combinaison entre la fermentation de l'ingrédient plus la façon comment on fait la distillation. C'est les deux choses combinées qui font les résultats finaux. Et puis vous avez des dizaines d'années d'expérience en fermentation là, avec la bière. La base, c'est pas, ça ne se brasse pas identique comme une bière. J'imagine qu'il y a des températures différentes, des choses différentes à faire. Et effectivement, il y a des températures différentes. Il y a différents types d'enzymes qui s'utilisent pour tout ce qui est la production de spiritueux, qui ne s'utilisent pas nécessairement pour la production de la bière. Donc, il y a quand même certaines différences, même si les principes de base, en général, pour une fermentation est similaire, il y a des différences et des subtilités par rapport à la production de bière. Ce qu'on a réalisé, effectivement, c'est que le processus de fermentation, bien entendu, comme pour la bière, est très important. Même si c'est un produit qui va être distillé par la suite, il faut vraiment contrôler la fermentation, contrôler la vitesse de fermentation, parce que il y a un impact, même si le produit est par la suite distillé. Bien, vous qui êtes dans la bière, une fois que c'est fini de fermenter, est-ce que ça donne quand même quelque chose qui est bon à boire tout de suite? Je sais que ce ne sera pas l'idéal, mais est-ce que ça donne quand même quelque chose de bien? Bon, c'est un mou, disons, qui est, par exemple, dans le cas de la vodka, c'est à peu près 10-11%. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer les étapes qui suivent après. Ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, on peut le voir comme ça. Tout simplement parce qu'il y a une texture complètement différente. Il y a toujours beaucoup de solides qui sont toujours présents à cette étape-là. Donc, disons, ce qui suit, ces étapes-là sont complètement différentes par rapport à la bière. La bière, c'est plutôt, pour certaines bières, de différents processus de séparation, filtration, centrifugation, et ce qui est complètement différent pour les liquides pour les spiritueux, la production de spiritueux. Puis là, tu me donnes une question. Quand vous distillez vos whisky, est-ce que les céréales sont dans l'alambic aussi ou c'est comme pré-filtré? Non, sont tous là, sont tous présents dans les alambics. Donc, quand on finit la fermentation, soit que ce soit les spiritueux qu'on fait, il n'y a pas un processus de filtration où on sépare les solides. Disons que tout va au pot still. Et là, on fait la première distillation ou la distillation low wine qu'on appelle. Et puis, dans votre cave, vous avez de l'espace pour combien de barils? À peu près 100 barils en total. À part les deux Lock4 qu'on a déjà, est-ce qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent avant que les whiskies soient prêts? On travaille présentement sur un brandy de pomme parce qu'à la brasserie Macoslan, on fait un cidre aussi. On fait le cidre Macadam qui se vend en épicerie. C'est un cidre pétillant léger à 5% d'alcool. Et on a décidé justement avec ce cidre de distiller ce cidre et de faire un brandy. Donc, on a déjà, quoi, Rodolfo, 4 barils en maturation. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on a du brandy qu'on a mis dans 2 barils de vin blanc et puis 2 de cognac. Donc, qu'on a commencé à faire vieillir. Ça devrait aller beaucoup plus vite. Je pense qu'à l'intérieur des prochains 12 mois, on devrait avoir un résultat intéressant. Ça passe brandy, il n'y a pas
de délai minimum comme un whisky. Ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 1 an comme un rhum. C'est juste brandé, il a passé en fût, that's it. C'est ça. Donc, c'est l'évolution du liquide dans les barriques qui va nous dire quand il va être prêt. Ah ben, j'ai hâte de goûter à ça. Et on est en train de travailler sur d'autres choses aussi. Là, on regarde sérieusement pour un rhum. On ne sait pas encore en quelle direction qu'on va prendre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on étudie aussi pour Lockford. Ça va être un projet 2022 intéressant qu'on regarde. Et puis, des liqueurs, on réfléchit pour certaines liqueurs. Pas plus tard que pendant les fêtes, là, on a reçu un email parce que dans l'équipe, on a notre maître brasseur aussi qui a pris pas mal de cours dans la distillation au cours des 5-6 dernières années. Là. Donc, c'est David Brophy. Et il nous a envoyé un email à Rodolfo et à moi là, nous disant qu'il était prêt pour travailler sur certaines liqueurs, dont une liqueur de café qu'il essaie de regarder peut-être à travailler aussi avec notre stout. Comment, je ne sais pas, je ne suis pas assis avec lui, avec Rodolfo, mais il semble avoir déjà quelques idées en tête pour certaines liqueurs. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on veut essayer de travailler. Une fois que les produits commencent à maturer, qu'on commence à avoir une bonne base de produits, on aimerait voir justement comment marier ça avec nos bières. On a quand même certaines bières qu'on fait, comme l'Imperial Stout, comme la bière, la collection barrique, donc des bières, des stouts qu'on fait vieillir dans des fûts de chêne. Donc, est-ce que certains produits, on ferait vieillir dans ces barils aussi, qui auraient une petite note qui viendrait s'ajouter avec ce que la bière peut produire? On ne sait pas encore, mais c'est des avenues qu'on veut regarder. Ça, c'est une question que j'avais aussi côté législation. Je sais que, mettons, il y a de la Desperado, qu'il y a de la tequila dans la bière un peu. Mais au Québec, si vous utilisez des spiritueux dans une de vos bières, il va falloir que ça passe par la SEQ absolument, je pense. Non, définitivement. Définitivement. Mais pour l'instant, c'est juste du vieillissement dans des barils qui ont contenu quelque chose d'autre. Fait que ça, il n'y a pas besoin de passer par la SEQ. C'est ça. Exactement, oui. Est-ce que tous vos spiritueux vont être sur le nom Lockford et puis un petit McCausland, ou vos whiskies vont être plus McCausland? Ou... on va voir comment le produit va évoluer. Mais pour l'instant, on développe vraiment la marque en Lockford. On a la vodka va se retrouver très prochainement. Là, on a déjà reçu une première commande de la SAQ pour la vodka. Donc, d'ici, d'après moi, fin janvier, début février, le gin ne va pas se retrouver tout seul. Là, il y aura un petit frère avec la vodka. Et cet été, on va être dans le programme estival aussi des Ready to Drink, des prêts à boire avec le seltzer, vodka et framboise basilic de Lockford. Donc, on va l'avoir aussi en 6-pack, canette. Donc, on aura 3 produits à la SAQ d'ici le printemps. Et puis, la meilleure façon de vous suivre pour être au courant de toutes les nouveautés qui vont arriver, c'est votre Facebook? C'est ça, c'est notre Facebook, McCausland, et notre Instagram, McCausland. Et bien entendu, sur le site Internet. Et puis, grâce à des podcasteurs comme vous. Ben, on essaie de vous rendre le plus public possible à cette heure, mais ceux qui écoutent, si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille, à vos collègues pour les faire connaître encore plus. Donc, plus qu'on partage, plus que ces artisans-là puissent se faire connaître. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Ben, merci à vous deux. Ça fut très agréable. Donc, c'était Philippe Jarre, le président McCausland, et puis Rodolfo Suarez, le maître distillateur puis directeur des opérations. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Bye bye.
laisse-moi te parler de mon partenaire, Novu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.